Bienvenue dans Terres et Vignes de l'Aube, votre magazine agricole réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Si je vous dis choucroute, vous me répondrez Brienne et vous aurez raison. À quelques heures de la fête de la choucroute à Brienne-le-Château, nous vous proposons un zoom sur ce territoire au bois aux multiples richesses. Plus d'infos dans ce sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube pose sa caméra à Brienne-le-Château, l'une des capitales de la choucroute en France, à tel point qu'à Brienne, on fête ce plat tous les ans à la mi-septembre. Mais la choucroute, c'est aussi une économie forte dans ce territoire, à découvrir dans cette émission. Durant la fête de la choucroute, l'élevage sera à l'honneur avec un concours agricole qui reprend ses lettres de noblesse, l'occasion de faire un zoom sur cette filière et de dresser le portrait d'éleveurs au bois. Après la chronique Actu, nous reviendrons sur une action de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Quand un jeune agriculteur souhaite s'installer, il doit franchir plusieurs étapes avant de concrétiser son projet. Dans cette course d'obstacles, la Chambre est présente pour l'aider dans ses multiples démarches. Explication dans cette édition. Enfin, nous terminerons l'émission avec la rubrique Contre-champ et la présentation d'un métier plutôt original, le métier de clipper. C'est en fait le coiffeur ou le barbier pour les vaches. À ne pas manquer à la fin de cette émission. Avec nous sur ce plateau pour parler de tous ces sujets, Nicolas Dhuicq, député maire de Brienne-le-Château. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Et Alain Boulard, président d'Alizé. On expliquera plus tard ce qu'est Alizé. Première question, on va commencer cette émission avec notre dossier sur la choucroute et le briennois. Nicolas Dhuicq, faisons une carte rapide de ce territoire. Combien d'habitants, combien de communes? Qu'est-ce que ça pèse, Brienne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt parler de l'association entre Brienne et Chavanges. Vous êtes un peu moins de 50 communes, vous êtes sur une dizaine de milliers d'habitants et vous êtes sur un bourg-centre d'un peu plus de 3000 habitants. Un territoire qui progresse au niveau des habitants, qui se maintient? Un territoire qui, comme d'autres territoires, bouge dans le sens où les gens cherchent des services, se rapatrient près des services. Donc au sein du territoire, on est à peu près sur la stabilité avec des mouvements de population interne vers les axes de communication et proches des services. Un territoire où l'économie agricole est forte. Naturellement, sans économie agricole, non seulement il n'y a pas d'indépendance nationale, mais surtout il n'y a plus de ruralité et plus de vie dans nos villages. Et donc là, il y a quelques exemples. Il y a évidemment la production de choux qui est très forte. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de deux acteurs économiques importants dans votre territoire et dans le secteur agroalimentaire, la choucrouterie Laurent et le traiteur Guilleminault. Ils nous parlent de leur activité et de leur développement. Le reportage de Christian Vira. Brienne-le-Château compte de multiples entreprises liées à l'agroalimentaire, comme la choucrouterie André Laurent, qui existe depuis 1945, transforme 14 000 tonnes de choux, génère de l'activité pour 8 exploitations agricoles. Elle emploie 35 permanents et monte jusqu'à 70 personnels lors de la saison d'août à novembre. L'entreprise familiale est aujourd'hui leader sur son marché. L'Aube, notre département, est le deuxième département producteur de choucroute en France. Et notre entreprise, la société André Laurent, est la première entreprise de fabrication de choucroute en France. Le marché français est un peu à saturation. Donc nous avons décidé depuis 10 ans de se tourner vers l'export, ce qui fonctionne bien puisqu'on apporte le savoir-faire culinaire français dans nos produits de choucroute cuite. Et nous vendons aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, mais aussi au Japon, en Thaïlande, à Hong Kong, au Gabon. On exporte, je dirais, maintenant sur les 5 continents. Autre lieu de transformation, la boucherie-charcuterie-traiteur Guilleminault fête ses 50 ans. Ce haut lieu de la gastronomie transforme 200 tonnes de viande par an, compte 2500 références et génère un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Ça démarrait à 2 personnes, papa-maman, et aujourd'hui on est une trentaine. On est diversifié sur de la cuisine, sur du froid, du buffet, enfin on a une grosse activité. On a travaillé pour BVC, on a servi 5000 couverts sur 3 jours. Voilà. C'est pas mal. Ça permet de garder des emplois sur Brienne. Donc on forme nos apprentis qui sont issus on va dire de nos campagnes et autour de Brienne et ça leur permet aussi de développer, quand l'entreprise se développe, de pouvoir les garder et de continuer l'aventure. L'aventure Guilleminault, c'est aussi 3 boutiques, 2 camions de tournée, 7 marchés hebdomadaires, la recherche de nouvelles recettes et de multiples trophées gastronomiques. Toute la production est assurée ici
à Brienne-le-Château. En 93, on a acheté un ancien supermarché qui faisait 1400 mètres carrés, donc qu'on a réhabilité entièrement en laboratoire, boutique, des bureaux, etc. Oh, les persillés, donc ça va être excellent, ça. Le barbecue, ça va être top. C'est notre jambon blanc maison, on va dire, qu'on fabrique avec nos petites mains. Et ce jambon, il a été 3 fois champion de France en 2011, 2013 et 2014 ou 2015, je ne sais plus. Enfin, au bout d'un moment, on s'y perd un petit peu. Artisans ou PME, à Brienne-le-Château, les entreprises bénéficient du potentiel agricole du canton. Nicolas Dhuicq, c'est important d'avoir des locomotives comme la choucrouterie Laurent ou Guilleminot dans un territoire? Naturellement, parce que vous le savez bien, sur l'Aube, où le champagne est associé à la choucroute, est aussi très important, et chez les vignerons par là même, il est important d'avoir des locomotives qui emploient, qui fassent des produits de qualité. Et François Laurent est très modeste, mais j'aurais ajouté que le produit cœur de chou est extraordinaire. Et j'espère qu'ils vont conquérir de nouveaux marchés. Je le rêverai plus à l'ouest et plus à l'est également pour faire le tour de la planète. Ne jamais oublier que 20% de la production française en choucroute, ça se passe dans notre territoire. Avec une très belle histoire de Briennois qui sont partis chercher du matériel d'occasion chez les Alsaciens. Et maintenant, nous sommes dans la même région, donc nous avons intérêt à nous serrer les coudes et avancer comme un pack. Mais au-delà de ces locomotives, comment rendre un territoire rural plus dynamique? On sait que ces zones rurales souffrent économiquement. Comment on peut faire pour aller encore plus de l'avant? Il y a beaucoup de choses à faire. La première, c'est la question des transports, y compris les transports intracommunautaires. Il y a un service qui a été mis en place. J'aimerais qu'il y ait un désenclavement qui soit un peu plus poussé jusqu'à Bar-sur-Aube, éventuellement, qui a aussi ce même problème d'enclavement sur la circonscription que je représente. Et il y a aussi la question des services. Nous avons constitué des écoles modernes avec la communauté de communes, une crèche que j'avais mise en place à mon premier mandat, des équipements culturels, des équipements sportifs. Tout ça participe du confort des habitants et donc des salariés des entreprises. Et puis toujours faire en sorte, évidemment, que la fiscalité soit la plus raisonnable possible. Et organiser la fête de la choucroute ce week-end, je rappelle, ce sera les 17 et 18 septembre, ça participe aussi à cette volonté de créer une dynamique. C'est pas simplement une folklorique. C'est une dame qui maintenant a un certain âge, qui existe depuis plusieurs années, qui a dû être réformée à plusieurs reprises si on voulait qu'elle survive. Elle a la chance d'avoir une thématique. Et surtout, je souhaite qu'elle retrouve ses racines agricoles de départ. C'est pour ça que je suis très fier qu'il y ait ce concours à Brienne-le-Château, qui est un concours d'ambition régionale. Alors justement, on va faire un tout petit peu le menu de la fête de la choucroute. C'est à la fois une fête qui célèbre le plat, si je puis dire, avec restauration, restauration, une foire exposition habituelle, l'axe élevage. Pour moi, c'est très important parce que vous avez des habitants, y compris dans les habitats collectifs en zone rurale, dont les enfants n'ont jamais vu une vache et qui, comme l'ensemble des Françaises et des Français, ne savent pas d'où vient ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Et il y a un deuxième thème, pardonnerez, qui est le thème de la Chambre des métiers, qui est très important en centre-ville. Vous avez aujourd'hui une association entre la Chambre des métiers de la Marne et de l'Aube, grâce à Éric Plestan dans l'Aube, qui va exposer sur les 48 heures tous les métiers. Parce que je suis sûr que pour les jeunes de nos pays, il y a des métiers à apprendre et à conquérir, y compris en zone rurale. On manque parfois de plombiers, d'électriciens, donc des jeunes pour trouver aussi de quoi s'épanouir et bien gagner leur vie. Si je résume, fête gastronomique, démonstration d'artisans d'art et puis surtout ce concours agricole, donc ce concours qui va permettre à des éleveurs de montrer leurs plus beaux atours, si je puis dire, si on parle d'élevage. Combien de visiteurs simplement à la fête de la choucroute pour savoir? Je pense qu'on est sur une moyenne qui approche les 20 000 visiteurs par week-end. Avec une idée peut-être de faire mieux. Comment on peut faire mieux? Faire mieux pour moi, c'est surtout étendre le concours agricole, soutenir notre activité qui est la première source de richesse et sans laquelle la foire n'existerait pas. Alors justement, ce concours agricole, on va en parler. C'est l'occasion de faire un zoom sur l'élevage dans l'Aube. Avec vous, Alain Boulard, vous êtes le président d'Alizé, une association soutenue par les chambres d'agriculture et une association qui anime à travers des actions la filière de l'élevage dans plusieurs départements. On pourrait dire ça comme ça. C'est exactement ça, sur l'Aube, Lyon et le Loiret.
Donc on est le relais et le partenaire des chambres d'agriculture pour faire ce qui était basique au départ, le contrôle de performance justement qui permet de savoir quelle est la production, quelle est la qualité des animaux, notamment ceux qui seront présents à Brienne samedi. Et de plus, on est amené à faire l'ensemble du conseil justement pour accompagner les agriculteurs dans la période qui est aujourd'hui aussi bien économique que technique. On va en parler, mais sur un plan économique, tout simplement, que représente l'élevage dans l'Aube? C'est combien d'éleveurs? Aujourd'hui, comment nous avons eu quand même une diminution du nombre des éleveurs, il reste 150 à 170 sites de production. Derrière ces sites de production, il y a des hommes et des femmes. Donc sur les sites, il y a plusieurs, il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent. Donc rien que sur le lait, c'est 500. Et à côté de ça, on a environ 400 éleveurs allaitants quand même à côté. Donc ça fait déjà une masse. Voilà, c'est une masse. Ça fait déjà une masse. On parle du concours agricole, parce que ça va être un moment très important pour votre filière, le concours agricole de Brienne-le-Château. C'est des moments attendus par un éleveur? Très très attendu. Moi je suis même surpris de l'engouement de mes collègues. Dans la situation où on se trouve, je me disais on va avoir du mal à mobiliser. Non, c'est eux qui nous poussent et qui sont vraiment demandeurs aujourd'hui. Comment ça marche un concours agricole? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Les téléspectateurs qui se disent je vais aller à Brienne, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors sur la partie concours race Primochten, on retrouve les meilleurs animaux de la race avec des critères pour accéder justement à la foire concours et tout le côté présentation derrière. Parce que c'est énormément de travail pour dresser ces animaux. Mais c'est quoi une Miss dans le concours agricole? C'est quoi ces grands critères? Aujourd'hui, la Miss, c'est une vache qui fait avec à minima pour intégrer le concours de lait. Mais c'est selon des critères morphologiques le meilleur animal pour se projeter vers l'avenir. Donc voilà, c'est à la fois un ensemble assez important. On l'a vu, quand vous parlez, c'est un métier de passion. Et justement, Terres et Vignes de l'Aube a organisé un concours que vous pouvez retrouver sur son site internet. L'association vous propose de voter pour le trophée Passion Éleveur. Vous devez départager 2 éleveurs au bois, Alexandre et Corinne, qui vous parlent de leur métier dans 2 vidéos. Je vous propose d'en découvrir des extraits tout de suite. Bonjour, je m'appelle Alexandre Mignot, j'habite à Péléder. Mes parents étaient éleveurs laitiers déjà. On peut être né dedans et ne pas être passionné. Et moi j'ai toujours aimé ça, surtout les jeunes animaux. Elle vient toujours me voir. Hein? T'es belle toi? Peut-être le doigt. Ça fait pas mal. C'est sympa. Et avec mon épouse qui n'est pas du milieu, elle maintenant est passionnée aussi par ce qu'elle fait. La vache, elle va produire du lait. Après, elle va produire un veau aussi. On nourrit les gens avec nos animaux. On peut se dire, on est utile à la société. Celle-ci, c'est une race une cimentale française. J'en ai 3 dans le troupeau, c'est pour faire un peu de couleur dans le troupeau. Bonjour, je m'appelle Corinne Renaud, donc je suis exploitante agricole à Ceffonds, au sein de l'ERL Renaud-Thiriot. J'étais sur un modèle familial, donc j'ai toujours été avec mon père. Je suis née dans les vaches, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais, que j'ai voulu continuer. Après, je me suis mariée avec un éleveur, c'était pas prémédité, mais c'est venu comme ça. On est famille, c'est nous, on ne conçoit pas la vie sans nos enfants autour de nous. Comment elle s'appelle Maï Bizan. Toutes les vaches, toutes les jaunisses ont un nom. Je connais tous les pères, mères, grands-mères, grands-pères. Moi, aujourd'hui, j'aime le lait parce que c'est quelque chose de vivant. Produire du lait, c'est nourrir nos enfants, quelque part. Tous les matins, tous les soirs, c'est différent. On travaille avec du vivant. Et quelque part, on oublie, quelquefois, de regarder nos animaux. Et moi, c'est ce qui me plaît. Alain Boulard, ces portraits doivent forcément créer une certaine émotion chez vous. Tout à fait, oui. Vous vous y retrouvez? Totalement. Hein. C'est le quotidien des éleveurs laitiers passionnés qui ont investi dans la génétique. Hein. C'est leur vie, c'est leur passion. Et c'est pour ça que le week-end prochain, ils seront tous à Brienne. Alors, vous l'avez dit déjà, l'élevage, c'est un beau métier, mais ce n'est pas un métier facile. Surtout en ce moment. Quelles sont les difficultés actuelles de votre filière?
Les difficultés, bon, c'est vrai que Brienne ne doit pas être le moment de faire ressortir ces difficultés, mais je vous remercie de me poser la question. On va passer aussi à un témoignage, mais allez-y. Bon, c'est toute la partie économique aujourd'hui qui est très difficile. Au-delà de la reconnaissance par la société, aujourd'hui, plus une seule exploitation laitière du département de l'Aube ne peut vivre décemment de sa production. Alors je vous propose qu'on écoute deux témoignages et vous réagirez là-dessus. De nouveau les témoignages d'Alexandre et Corinne. Dans la première vidéo, ils nous faisaient part de leur passion, de la passion pour ce métier. Et là, pour le coup, vous allez voir l'autre face de ce métier d'éleveur, une face plus noire, où nos deux exploitants ne cachent pas leurs difficultés. Alexandre et Corinne aiment leur métier d'éleveur. Ils n'adhèrent à aucun syndicat et d'année en année, ils constatent une dégradation du modèle économique. Pris à la gorge, ils restent perplexes. Mais un jour, ça va péter. C'est plus tenable. C'est le marasme, c'est la fin. Ça va plus aller. Là. Les éleveurs, on craque. Là. Il ne va plus y en avoir de solution. C'est pas possible. Il y a un moment, on ne peut pas travailler en dessous de son prix de revient. On baisse, on essaye de baisser au maximum nos marges. Et la bonne prix, tout ça, il n'y a plus rien en France. Ou quasiment plus rien. C'est parti, de toute façon on s'habille toujours, les vêtements ils viennent d'ailleurs. L'alimentation, on a l'impression que ça va être pareil. Les bonnes années ne suffisent pas pour réaliser des provisions financières. Malgré ces difficultés, Alexandre reste attaché à ce métier indispensable à ses yeux. La production laitière, ça ne s'arrête pas comme ça. Hein. C'est une inertie qui est déjà une vache pour faire un veau. Il lui faut déjà minimum 2 ans. On veut en vivre, c'est tout. Moi, il reste plaisant parce qu'on a du vivant autour de soi. Le travail n'est jamais le même. Nourrir les gens qui sont sur la planète, c'est quand même le plus beau métier du monde. C'est l'agriculture, c'est toucher la terre, jardiner, même jardiner, qui est une passion. C'est intéressant. L'élevage, d'autant plus. À ses fonds, Corinne a le même attachement. Pour elle, l'élevage, c'est un choix de vie. J'étais sur un modèle familial, donc j'ai toujours été avec mon père. Je l'ai suivi partout dans l'élevage, donc c'était un mode de vie qui m'a plu. Je suis née dans les vaches, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais. Produire du lait, c'est nourrir nos enfants quelque part. On travaille avec du vivant, on est famille, on ne conçoit pas la vie sans nos enfants autour de nous. On partage tout avec eux. Et c'est la relève en fait, et c'est ce qu'il faut. C'est que les jeunes soient passionnés comme nous, et pour être passionné, il faut y passer énormément de temps. Donc quelque part, c'est l'école de la vie, c'est l'école de l'élevage. Alexandre et Corinne continuent leur métier, vaille que vaille, l'esprit encombré par l'incertitude et l'incompréhension. Alain Boulard, est-ce que ces témoignages résument l'état d'esprit des éleveurs ? C'est 2 belles leçons de vie qui viennent de nous donner. Moi, je pense qu'il n'y a rien à rajouter quand on a entendu ça. Voilà, il n'y a pas de discours derrière à amener. Nicolas Duic, quand cet éleveur fait le parallèle entre la bonneterie et l'élevage, ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on n'imagine jamais dans notre tête que ça peut arriver. Et il est en train de dire que ça peut arriver, que l'agriculture peut s'exporter. Le député que vous êtes, comment il réagit ? Que peut faire l'État ? L'État et la nation, je vous proposerais plutôt 2 réflexions, si vous me permettez. La première, c'est de prendre en considération qu'au début du XXe siècle, je répète inlassablement qu'un ménage ouvrier consacrait plus de 80% de ses revenus à se nourrir. Aujourd'hui, le prix des aliments est bas parce que toutes les agricultures des pays développés sont subventionnées, de telle sorte que vous puissiez avoir une consommation sur d'autres produits. Et sans doute, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle où le produit alimentaire n'est pas rémunéré à sa juste valeur, et particulièrement les éleveurs le savent bien, vous avez un découplage entre ceux qui vont non pas transformer mais vendre, les grandes surfaces par exemple, et ceux qui produisent. Et il y a une injustice flagrante que ces éleveurs ne puissent pas vivre de leur travail. Vous avez vu leur passion et leur technicité, parce que la génétique animale française est en vie dans le monde entier. Il y a une sorte de partage du gâteau qui n'est pas bien fait, c'est ça que vous dites. Et en même temps, une éducation de la population générale à comprendre que l'alimentation a un coût. Même si ce n'est pas porteur électoralement, c'est une réalité. La deuxième chose que je voudrais dire, très rapidement, c'est que nous avons un problème majeur, qui est un problème de penser les échanges économiques sur l'ensemble de la planète, avec la globalisation. Je pense qu'il faudrait repenser les choses avec des plaques continentales,
qui organise les échanges, parce que les produits alimentaires ne sont pas des produits comme les autres. Sans alimentation, il n'y a pas de population, et sans la sécurité alimentaire, il n'y a pas de souveraineté nationale. Allez, je vous propose maintenant de évoquer les différentes chroniques du Terres et Vignes, sans virgule pour la technique, je le précise. Nous allons faire un petit retour sur l'actualité de cet été, avec peut-être des images un peu plus positives, notamment une certaine fête de l'agriculture. Reportage. L'événement de l'été, ce fut la fête de l'agriculture fin août à Arrentières, dans le canton de Bar-sur-Aube. Sur un terrain de 4 hectares, des stands, mais surtout des animations attendaient les visiteurs, de la conduite d'un tracteur au Moise-Bat Cross, en passant par le lancer de ballots de paille. J'en ai fait un peu quand j'étais petit, mais là, c'est quand même assez haut. Les poser en haut, ça va, mais leur faire culbuter pour retourner de l'autre côté, c'est plus dur. Le clou de la journée, ce fut le nouveau record du monde de déchômage. Avec 68 tracteurs présents, c'est la première fois qu'un tel rassemblement avait lieu sur la planète. Les vendanges ont commencé dans l'Aube aux alentours du 12 septembre. Dans une ambiance un peu morose, les circonstances depuis le printemps n'ont pas aidé la vigne. Entre les gelées, la grêle, le mildiou ou la canicule, la terre a souffert. Les viticulteurs ont prévu un mauvais rendement et comptent puiser dans leur stock. Mais les vendanges restent un moment exceptionnel dans la vie de tout vigneron. Ça va être cette année ma 40e vendange et j'ai toujours l'impression que c'est la première par le fait. C'est toujours aussi excitant, aussi angoissant. On l'aborde toujours avec une certaine anxiété en se demandant si le jus va couler, si le raisin va donner l'espoir qu'on ait de faire du bon vin. Donc on va découvrir à la première livraison l'état du raisin déjà, voir la qualité du jus, le degré, et puis ensuite, eh bien, ça y est, on sort dedans. Je vous propose maintenant de découvrir une action de la Chambre d'agriculture. Chaque année dans l'Aube, entre 40 et 50 personnes décident de s'installer et de développer une exploitation agricole. Pour faire aboutir leur projet, ils ne sont pas seuls. Regardez ce reportage de Christian Vira. Bonjour, je me présente, donc Didier Petit, responsable du service installation et projet à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Nous allons parler aujourd'hui du parcours à l'installation. Et donc pour tout candidat à l'installation, la première porte à franchir, c'est le point accueil installation. Entre 40 et 50 agriculteurs et futurs agriculteurs par an franchissent la porte de ce bureau et Adélaïde donc leur donne les premières informations sur leur parcours qui va durer en moyenne entre 6 mois et 1 an. Donc maintenant je vous propose de voir un cas particulier. Il faut savoir que chaque parcours est différent. Donc, ici on se trouve à Ménil-Saint-Loup, à l'ERL du Chemin Rouge, sur une exploitation familiale. Je suis installé depuis novembre 2015 avec mes parents et mon frère. C'est une exploitation de polyculture élevage avec un atelier de céréales, de vaches laitières et de vaches allaitantes. Je me suis installé donc avec pour projet de créer un atelier de transformation laitière pour faire des fromages et des yaourts. Et pour créer cet atelier, j'ai fait appel à la Chambre d'agriculture pour m'aider. L'exploitation, sans la création d'un nouvel atelier, ne permettait pas d'installer une nouvelle personne. Donc une fois la phase du PAI réalisée, donc vous franchirez le bureau du service installation et projet de la Chambre d'agriculture et là donc un conseiller vous proposera donc un parcours personnalisé de votre exploitation qui sera fondé sur 2 axes. Le premier axe donc sera une vérification des compétences, une évaluation de la personne avec un parcours de formation qui est personnalisé. La finalité donc de ce parcours personnalisé est surtout de faire en sorte qu'elles soient en capacité de maîtriser leur projet à l'avenir. Et le deuxième axe, donc un ensemble d'études coordonnées entre Chambre d'agriculture et centre de gestion qui permettront d'aboutir à un business plan. On doit monter un dossier pour faire un prévisionnel sur les 5 années à venir. Pour prouver que le projet est viable, il y a une personne de la Chambre d'agriculture qui est spécialisée dans les circuits courts. Avec cette personne, on a réalisé une étude de marché qui nous a permis de conforter dans notre choix de mettre en place cet atelier et de vendre en circuit court. Grâce à cette personne, ça m'a vraiment apporté des contacts pour pouvoir espérer vendre dans des magasins fermiers présents dans la région.
Concernant la vente, j'ai très peu d'expérience. Par contre, j'ai fait une première formation en fromagerie il y a 5 ans et après j'ai travaillé 4 ans dans une fromagerie dans l'Ain. J'ai refait une formation spécialisée dans les produits fermiers plus une partie vente. C'était une formation qui est prévue dans mon parcours à l'installation. C'était surtout pour apprendre à fabriquer tout ce qui est produits frais parce que j'en avais jamais fait auparavant. Le but du business plan ou étude prévisionnelle, c'est de vérifier donc la viabilité économique du projet, parce que le banquier a besoin de ce document-là pour pouvoir se positionner. Qu'il veuille prendre les aides ou pas, un agriculteur, quand il a un projet à mettre en œuvre, il doit savoir où il va. De le faire avec un regard extérieur, ce qui permet de prendre une décision beaucoup plus pertinente. On termine cette émission avec un reportage décalé. L'homme que vous allez découvrir est un esthéticien. Il joue le rôle de coiffeur, mais pas pour vous, mesdames. Il joue le rôle de barbier, mais pas pour vous, messieurs. Non, l'homme que vous allez découvrir fait tout cela pour les vaches. Et son métier a un nom, clipper. Le reportage insolite de Christian Vira. Sébastien Toledo exerce depuis 15 ans un métier avec un drôle de nom, clipper. Clipper qui vient du mot anglophone tondeuse. Et en France, on a quand même dérivé tout ça vers clipper. Pour clipper, Sébastien utilise principalement 3 outils, une tondeuse, un sèche-cheveux et une brosse. En fait, Sébastien est un peu l'esthéticien des vaches. Si je veux vraiment faire un parallèle, je dirais que je travaille avec des top modèles. Ces top modèles sont tondus selon 2 catégories, les races à viande ou comme ici les races laitières. Dans les 2 cas, il faut donner l'illusion d'optique d'une conformité parfaite. En fait, pour donner l'effet d'optique, je vais enlever tout du poil ici, sur la cuisse, de manière à l'avoir la plus fine possible. Et puis, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, par exemple, si je mets ma main, j'ai laissé beaucoup de poils. On voit bien, j'ai laissé beaucoup de poils, de manière à l'avoir la plus profonde possible. En fait, on ne les rajoute pas, on ne les enlève pas. On les enlève ailleurs, les poils, et on les garde à certaines places. Autre partie du corps finement travaillée, la ligne de dos. En fait, je vais faire une espèce de brushing à l'animal, c'est-à-dire lui remonter la ligne de dos, de manière à pouvoir sculpter toute sa ligne de dos au-dessus. On va redresser tout le poil ici, de manière à avoir le plus de poils possible et pouvoir sculpter, et là on parle bien de sculptage, sculpter toute la ligne de dos et l'avoir le dos le plus droit possible. Ça donne une impression de solidité de l'animal. Pour tenir le poil ici, il ne tient pas tout seul, donc on va lui mettre une espèce de laque, de manière à ce que le poil reste bien debout. Et ensuite, comme la laque est colorée blanche, on la recolore en noir de manière à ce que l'animal soit le plus naturel possible. Lors des concours, les juges sont parfois à une distance de plus de 4 mètres et la moindre illusion d'optique due à un bon clippage peut faire la différence. Féru d'élevage, Sébastien aime également les opportunités de découverte liées à son métier. Un peu les 4 coins de la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne. Je suis allé en Italie parce que j'aime les concours, je suis un compétiteur né. Et puis, vraiment l'avantage, c'est qu'on peut rencontrer énormément de monde. Et c'est ça aussi qui est important dans les concours. Nettoyage, apprentissage du défilé, la préparation de la vache nécessite plusieurs semaines. Le clipper intervient durant environ 1h30 pour les dernières retouches beauté qui peuvent faire la différence. Alain Boulard, c'est un métier que vous connaissez bien, hein, c'est un beau métier. Très bien, oui. Bien le clipper aussi. Prochaine démonstration dans la prochaine fête de la choucroute, hein? Oui, venez nombreux, venez voir ces animaux qui sont magnifiques. Et puis en 2017, on fera une démonstration de clipper. Sur vous? Il y a beaucoup de travail, beaucoup trop de travail. Merci à vous deux. Merci. Bonne Merci fête de la choucroute et à très bientôt. Au revoir.